Bonjour, chers amis. Saviez-vous que près de 95% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Si vous aimez ces histoires, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci d'être là. Au fait, d'où regardez-vous cette vidéo? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je m'appelle Arlon Grivy, et je roule sur ces routes depuis 23 ans. Du Wisconsin à Fargo, de Fargo à Sioux Falls, et ainsi de suite. Parfois, je parcours 4800 km en une semaine, parfois moins. Mais je connais ces routes si bien que je pourrais les conduire les yeux fermés. Chaque dîner, chaque aire de repos, chaque sortie est gravée dans ma mémoire. Cette nuit-là a commencé comme les autres. Enfin, c'est ce qu'il semblait. J'étais en direction du nord sur l'autoroute 29 lorsque la voix de Mona Trimboul a crépité dans le radio CB à 18h47 précisément. « Arlon, tu es là ?» J'ai attrapé le combiné. « Je suis là, Mona. » Autoroute 29, direction nord, à environ 65 km au nord d'Eau Claire. La météo venait d'émettre un avertissement de blizzard pour le nord du Wisconsin et le sud du Minnesota à partir de minuit. Il prévoyait 5 à 7 cm de neige par heure, avec des conditions de blizzard blanc attendues. J'ai jeté un coup d'œil à mon pare-brise. Le ciel était dégagé. Les étoiles commençaient à apparaître dans le bleu assombri. Ici, tout semble calme, Mona. J'ai encore 4 heures de route jusqu'à Fargo. Tout devrait bien se passer. Sois prudent, Arlon. Celui-ci a l'air sérieux. Toujours prudent. J'ai raccroché le CB, et le silence familier de la cabine s'est installé. Le ronronnement régulier du moteur diesel, le bourdonnement des pneus sur l'asphalte froid, la lueur douce du tableau de bord. J'ai toujours aimé ces sons. Ils sont méditatifs, d'une certaine manière. On pense au passé, à la famille, ou à rien du tout. Vers 20h, les premiers flocons ont commencé à tomber. Légers au début, de délicates petites choses qui frappaient le pare-brise et fondaient au contact. J'ai allumé les essuie-glaces. La cabine était chaude, mais le thermomètre extérieur indiquait moins 11 degrés Celsius. Pas de vent pour l'instant. À 20h30, la neige tombait plus drue. Des flocons plus épais, s'accumulant rapidement sur le pare-brise entre les balayages des essuie-glaces. Ma visibilité a diminué, mais rien que je ne puisse gérer. Je pouvais voir quelques voitures devant moi, ainsi que d'autres camions. Leurs feux arrière brillaient en rouge à travers la neige tombante. Je n'étais pas seul ici. À 21h15, le vent a frappé. Cela a commencé par une légère poussée, ma remorque oscillant légèrement, puis une rafale plus forte venue de côté, poussant tout le camion vers la droite. J'ai serré le volant plus fort. « On y va » ai-je murmuré pour moi-même. Le vent s'est intensifié chaque minute après cela. La neige volait horizontalement maintenant, mes phares découpant un mur blanc solide. Les feux arrière devant moi ont disparu. J'ai réduit ma vitesse à 70 km/h. Quand on transporte 18 tonnes dans de telles conditions, une seule erreur suffit. Une plaque de glace, une surcorrection, et la remorque vous fait sortir de la route. À 21h40, j'ai vu le marqueur kilométrique 198. Le panneau vert est apparu brièvement à travers une ouverture dans la neige. Les chiffres blancs étaient clairs pendant une seconde. J'ai fait le calcul mental. Fargo était encore à environ 160 km. 2h30, peut-être 3 à cette vitesse. Puis la neige a tout recouvert à nouveau. Un blizzard blanc complet. Je ne voyais pas à 3 mètres devant mon capot. J'ai ralenti à 55 km/h, serrant le volant pour rester entre les lignes. Mon cœur battait plus fort que je ne voulais l'admettre. Dans de telles conditions, on ne conduit pas, on survit. J'ai vu le marqueur kilométrique 203 à 21h55. 5 km de plus. Une progression lente, mais une progression. Le vent hurlait maintenant, secouant tout le camion, et j'entendais des débris frapper le côté de la remorque. À 22h10, je l'ai vu. Le marqueur kilométrique 213. Panneau vert, chiffre blanc. 213, je l'ai fixé pendant la fraction de seconde où il était visible. Puis il a disparu dans la neige. Quelque chose n'allait pas. De 203 à 213, cela devrait faire 10 km. À cette vitesse, cela représente au moins 15, peut-être 20 minutes. J'ai vérifié ma montre.
22h10. J'avais vu le marqueur 203 à 21h55. Cela ne faisait que 15 minutes. Le timing était correct, mais quelque chose me dérangeait. Le marqueur avait été trop clair. Tout le reste était enseveli sous la neige. Mais ce panneau avait été parfaitement visible, comme si la tempête s'était ouverte juste pour que je le voie. J'ai continué à conduire. Le vent était implacable maintenant. Un hurlement constant qui faisait sentir la cabine comme si elle était à l'intérieur d'une créature vivante. Les essuie-glaces peinaient, la glace s'accumulait sur les balais. J'ai mis le désembueur à fond. À 22h35, j'ai vu un autre marqueur. Le kilomètre 213. Mes mains sont devenues froides. Je venais de passer le 213 il y a 25 minutes. À 55 km/h, je devrais être à au moins 15 km au-delà maintenant. Je devrais voir le marqueur 228 ou plus. Mais le voilà à nouveau. Le même panneau vert, les mêmes chiffres blancs apparaissant à travers la neige avec cette même clarté surnaturelle. J'ai attrapé le CB. Ici Arlon-Grivy, en direction du nord sur la 29. Quelqu'un me reçoit? Silence. Un camionneur en direction du nord sur l'autoroute 29? Ici Arlon. Répondez si vous m'entendez. Plus de silence. Puis quelque chose qui aurait pu être une voix, déformée et morcelée. Retourne. J'ai appuyé sur le micro. Répétez. Je n'ai pas bien compris. La voix s'est fondue dans le silence et le grésillement. J'ai essayé quelques fois de plus, mais sans succès. Juste le bruit blanc infini de l'air mort. J'ai continué à conduire, mon esprit s'emballant. Le GPS réglerait tout cela. J'ai ouvert l'écran de navigation sur mon tableau de bord. Le point bleu indiquant ma position se déplaçait régulièrement vers le nord sur l'autoroute 29. Les marqueurs kilométriques sur le GPS montraient que je devais approcher du marqueur 220, mais je venais de voir à nouveau le 213. À minuit, je l'ai vu une troisième fois. Le marqueur kilométrique 213. Cette fois, j'ai encore plus ralenti, passant à environ 30 km/h, fixant ce panneau aussi longtemps que possible. Il avait l'air parfaitement normal. Un marqueur kilométrique standard, avec le revêtement réfléchissant approprié, de la bonne taille et de la bonne forme, mais il ne devrait pas être là. Je devrais être à des kilomètres de ce point. Le CB s'est animé tout seul. Retourne, Arlon. Ma peau est devenue glaciale. La voix connaissait mon nom. Qui est-ce? Ai-je demandé dans le micro. Arlon, retourne. Identifie-toi. De quelle station émets-tu? Mais il n'y avait que du grésillement, ce même sifflement vide de rien. J'ai vérifié mon GPS à nouveau. Selon le système, j'étais au marqueur kilométrique 223, progressant régulièrement vers le nord. Mais je venais de passer le 213 pour la troisième fois. Soit mon GPS était cassé, soit les panneaux étaient incorrects, soit quelque chose d'autre se passait que je ne pouvais pas expliquer. La partie rationnelle de mon cerveau a essayé de trouver des réponses. Peut-être que la tempête avait renversé des marqueurs et qu'ils en avaient mis des temporaires au mauvais endroit. Peut-être que j'étais plus fatigué que je ne le pensais et que je lisais mal les chiffres. Peut-être que mon GPS avait perdu le signal et affichait des données en cache. Mais aucune de ces explications ne semblait juste. À 23h20, la neige s'est soudainement arrêtée. Pas progressivement. Elle s'est simplement arrêtée, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Une seconde, j'étais dans un blizzard blanc complet, la suivante, l'air était clair. Je pouvais voir les étoiles au-dessus, brillantes et nettes dans un ciel noir. La route s'étendait devant moi, vide et silencieuse. Et là, à environ 100 mètres devant moi, j'ai vu quelque chose sur l'accotement, une silhouette debout, complètement immobile. J'ai ralenti, mon pied survolant le frein. En m'approchant, j'ai pu voir que c'était une personne, ou du moins que cela y ressemblait. Elle était tournée vers les champs vides qui s'étendaient dans l'obscurité. Elle portait ce qui semblait être un manteau épais, mais ne bougeait pas du tout, ne vacillant même pas dans le vent qui frappait encore mon camion. J'ai baissé ma vitre. « Et, vous avez besoin d'aide ?» La silhouette n'a pas bougé, ne s'est pas retournée, et simplement restée là, dans le froid glacial, immobile. J'ai arrêté le camion à environ 10 mètres et j'ai mis mes feux de détresse. Chaque instinct me disait de continuer à conduire, mais je ne pouvais pas laisser quelqu'un en détresse ici. Pas dans ces conditions.
Pas avec une température de moins 11 degrés Celsius et en baisse. Je suis descendu de la cabine, le froid me frappant comme un coup physique. Le vent était brutal, traversant ma veste instantanément. Et, ai-je crié. Vous allez bien? J'ai marché vers la silhouette, mes bottes craquant dans la neige fraîche. À 20 mètres. 15 mètres. 10 mètres. La silhouette n'avait toujours pas bougé. À 1,50 mètres, je me suis arrêté. Quelque chose n'allait vraiment pas. Je ne voyais aucune empreinte autour de la silhouette. La neige était lisse et intacte, comme si elle se tenait là depuis des heures, et que la tempête avait recouvert ses traces. Mais la tempête venait de s'arrêter il y a quelques secondes. Bonjour. Ma voix est sortie plus doucement que je ne l'avais prévu. La silhouette a tourné la tête. Pas tout le corps, juste la tête. Tournant lentement jusqu'à ce que j'aurais dû pouvoir voir son visage. Mais il n'y avait rien. Pas de visage. Pas de traits. Juste une surface sombre et lisse là où un visage aurait dû être. J'ai reculé en trébuchant, mon cœur battant à tout rompre. La silhouette a fait un pas vers moi, ses mouvements saccadés et anormaux. Je me suis retourné et j'ai couru vers mon camion, glissant dans la neige, me rattrapant sur le côté de la remorque. Je me suis hissé dans la cabine et j'ai claqué la porte, la verrouillant avec des mains tremblantes. J'ai regardé par la fenêtre. La silhouette avait disparu. L'accotement était vide, juste de la neige lisse et de l'obscurité. Je suis resté là pendant une minute entière, essayant de reprendre mon souffle, me disant que je l'avais imaginé. La tempête, le stress, l'épuisement. J'avais vu quelque chose qui n'était pas là, mais je sais ce que j'ai vu. J'ai remis le camion en marche et j'ai recommencé à conduire, mes mains serrant le volant jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Le GPS indiquait que j'étais au marqueur kilométrique 225. J'avais été stationnaire pendant quelques minutes, donc cela avait du sens. Puis j'ai levé les yeux et j'ai vu le prochain marqueur kilométrique approcher. Non, ai-je murmuré. Non, non, non. J'ai attrapé le CB. Mona, ici Arlon. Mona, réponds, s'il te plaît. Silence. Quelqu'un sur ce canal, ici Arlon-Grivy, en direction du nord sur la 29. J'ai besoin d'assistance. Répondez, s'il vous plaît. Rien d'autre que ce grésillement infini. La neige a recommencé, encore plus forte qu'avant. En quelques secondes, la visibilité est tombée à zéro. J'étais de nouveau dans le blizzard blanc, seul sur une autoroute qui n'avait pas de sens. Passant encore et encore devant le même marqueur kilométrique tandis que quelque chose sans visage me regardait depuis l'obscurité. J'ai continué à faire avancer le camion. Que pouvais-je faire d'autre? M'arrêter signifiait geler. Revenir en arrière signifiait affronter ce que j'avais vu sur cet accotement. La seule option était d'avancer dans la tempête. J'ai passé le marqueur kilométrique 213 autant de fois qu'il le fallait pour m'en libérer. À minuit, je l'avais passé 6 fois de plus. À 1h du matin, j'avais arrêté de compter. Le CB continuait à grésiller avec ce même message. Parfois clair, parfois noyé dans le grésillement. Retourne. 2 à 13. Retourne. Et toutes les quelques kilomètres, je voyais une autre silhouette debout sur l'accotement, parfois tournée vers l'extérieur, parfois vers la route, jamais ne bougeant quand je la regardais directement, mais toujours là, attendant dans la neige. Le GPS insistait sur le fait que je progressais. Les marqueurs kilométriques disaient le contraire. Vers 2h du matin, j'ai commencé à me demander si j'avais jamais quitté l'autoroute 29, ou si cette route continuait à l'infini. Un circuit que j'avais conduit pendant des années sans m'en rendre compte. Le marqueur kilométrique 213 apparaissant encore et encore. Le même tronçon d'autoroute, la même tempête, les mêmes silhouettes gelées regardant depuis l'obscurité. Mes mains me faisaient mal à force de serrer le volant. Mes yeux brûlaient à force de fixer le blanc, mais j'ai continué à conduire parce que m'arrêter n'était pas une option. À 3h15, quelque chose a changé. La tempête s'est calmée à nouveau, soudainement et complètement. Le ciel s'est dégagé et j'ai pu voir la route devant moi sur des kilomètres. Aucun autre véhicule, aucune lumière de ville lointaine, juste une autoroute vide s'étendant dans l'obscurité. Et dans mes phares, directement devant moi sur la route, je les ai tous vus. Chaque silhouette que j'avais croisée était alignée en travers des deux voies. Des dizaines d'entre eux, peut-être plus, tous faisant face à mon camion, tous parfaitement immobiles.
J'ai freiné brusquement. Le camion a tremblé et glissé, la remorque dérapant derrière moi. J'ai lutté avec le volant, l'empêchant de faire un tête-à-queue, arrêtant tout le rigide à environ 15 mètres de la ligne de silhouette. Nous nous sommes regardés, eux et moi, à travers cette étendue d'autoroute gelée. Puis, comme un seul homme, ils se sont tous retournés et ont marché hors de la route, disparaissant dans les champs de chaque côté. En quelques secondes, ils avaient disparu, avalés par l'obscurité. Le CB a crépité une dernière fois. Au revoir, Arlon. Puis, le silence. Je suis resté là, le moteur tournant au ralenti, regardant la route vide. Lentement, avec précaution, j'ai fait avancer le camion, passant là où les silhouettes s'étaient tenues, passant une dernière fois devant le marqueur kilométrique 213. Le prochain marqueur que j'ai vu était le 214, puis le 215. Les chiffres ont commencé à monter normalement. Mon GPS correspondait à ce que je voyais. La neige est restée légère, gérable. À 4h30 du matin, j'entrais à Fargo, exactement là où je devais être. J'ai livré ma cargaison le lendemain. Je suis rentré chez moi, dans mon appartement. J'ai appelé Mona et je lui ai dit que la livraison s'était bien passée. Le temps était rude, mais gérable. Je ne lui ai pas parlé du marqueur kilométrique 213. Je n'en ai parlé à personne. Mais voici ce qui me tient éveillé la nuit. Une semaine après ce voyage, j'étais de retour sur le même itinéraire. Un trajet de jour, par temps clair, des conditions parfaites. J'ai fait un point d'honneur à surveiller attentivement les marqueurs kilométriques en conduisant vers le nord. Je n'ai jamais vu le 213. Les chiffres sont passés de 212 à 214, comme si le 213 n'avait jamais existé. Je me suis arrêté et j'ai vérifié chaque carte que je possédais, numérique, papier, ancienne et nouvelle. L'autoroute 29 dans le nord du Wisconsin n'a jamais eu de marqueur kilométrique 213. La route fait un virage à cet endroit, et il saute le numéro. Ils l'ont toujours fait. Alors, qu'est-ce que j'ai vu cette nuit-là? Quel panneau est apparu encore et encore dans la tempête? Et ces silhouettes debout dans la neige, d'où venaient-elles? Je conduis toujours sur cet itinéraire 2 fois par mois. Je le ferai toujours. C'est mon travail, ma vie. Mais quand le temps se gâte et que la neige commence à tomber, je surveille ces marqueurs kilométriques très attentivement. Et parfois, dans les pires tempêtes, je crois l'apercevoir à nouveau. Le marqueur kilométrique 213 apparaissant dans le blizzard pendant une seconde. Et je conduis un peu plus vite jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je m'appelle Rive Calder, et je roule sur les routes du Nord depuis 11 ans. De Minneapolis à Duluth, de Duluth à Fargo, parfois jusqu'à Bismarck quand les chargements sont bons. Je connais les autoroutes, les aires de repos, les schémas météo. Je sais quand il faut continuer et quand il faut s'arrêter et attendre. Cette connaissance m'a gardé en sécurité à travers une centaine de tempêtes. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui s'est passé sur la route départementale 47 ce soir de février. La journée a commencé de manière assez normale. J'ai pris un chargement de fournitures médicales à Minneapolis vers midi. Destination, un hôpital à Grand Fork. Un trajet simple, peut-être 5 heures dans de bonnes conditions. La météo prévoyait de la neige en soirée, mais rien de grave. Juste un autre trajet hivernal. J'ai bien avancé en direction du nord sur l'Interstate 94. Le ciel était gris et lourd, cette nuance particulière qui signifie que la neige arrive, mais les routes étaient dégagées. J'ai passé Fargo vers 17h30, j'ai pris un café dans une aire de repos, j'ai écouté des conducteurs se plaindre du froid. Un février standard dans le Dakota du Nord. Vers 18h, la neige a commencé à tomber. Légère au début. Ces petits flocons secs qui soufflent sur l'autoroute sans trop s'accrocher. J'ai maintenu ma vitesse, surveillant le thermomètre. 22 degrés Celsius, assez froid pour geler, mais le traitement de la route tenait. À 18h45, mon CB a crépité avec une annonce de la patrouille autoroutière. Attention, tous les véhicules commerciaux sur l'Interstate 29 en direction du nord. L'autoroute est maintenant fermée de Fargo à la frontière canadienne en raison de multiples accidents et de conditions de blizzard blanc. Je répète, l'Interstate 29 est fermée. Tous les camions doivent sortir et chercher des itinéraires alternatifs ou un abri. J'étais sur l'île 94, pas sur la 29, donc je n'étais pas encore inquiet. Mais une autre annonce est arrivée.
L'Interstate 94 en direction de l'ouest est maintenant fermée de Fargo à Bismarck. La direction est reste ouverte, mais les conditions se détériorent rapidement. J'ai attrapé mon atlas et je l'ai étalé sur le siège passager, vérifiant les itinéraires alternatifs. Grand Fork était au nord-est de ma position actuelle. Si LIE 29 était fermée, je devrais trouver des routes départementales qui couraient parallèlement. Cela ajouterait du temps, peut-être 1 ou 2 heures, mais je pourrais y arriver. La neige devenait plus lourde maintenant. Je pouvais sentir le vent commencer à pousser contre le camion. Cette force latérale qui vous fait lutter avec le volant. La visibilité chutait rapidement. J'ai pris la prochaine sortie, une petite qui menait à une ville appelée Argusville. Population peut-être 300. Le genre d'endroit qui est surtout des silos à grains et des concessionnaires de matériel agricole. Je me suis arrêté dans une station-service pour faire le plein et vérifier mon itinéraire. La femme derrière le comptoir avait probablement la soixantaine. Les cheveux gris tirés en arrière, portant un gros cardigan contre le froid qui s'infilerait chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte. Son badge indiquait Imagigène. « Vous allez vers le nord ?» a-t-elle demandé alors que je payais le carburant. J'essaie d'aller à Grand Fork. Les autoroutes sont fermées. Elle a froncé les sourcils, regardant par la fenêtre la neige qui tombait. Vous prévoyez de prendre les routes départementales ? Je n'ai pas vraiment le choix. Les hôpitaux attendent cette livraison. La plupart des routes départementales sont ensevelies sous les congères. Les chasse-neige ne peuvent pas suivre avec cette tempête. Elle a sorti une carte locale. Le genre qu'il distribue gratuitement dans les stations-service. Votre meilleur pari est probablement la route départementale 47. Elle est assez droite vers le nord. Elle devrait vous mener à Grand Fork éventuellement. Elle a tracé la ligne avec son doigt. Elle traverse un pays vide. Pas de ville, pas de service, juste des terres agricoles. Est-elle goudronnée ? Pour la plupart. Quelques passages rugueux, et il n'y a ni lumière ni marqueur. Vous serez seul là-bas. J'ai regardé la carte. La route départementale 47 courait presque parfaitement vers le nord, juste à l'extérieur d'Argusville, traversant ce qui semblait être un territoire complètement vide sur environ 95 km avant de se connecter à une route d'État près de Grand Fork. Cela pourrait fonctionner si la route était praticable. Depuis combien de temps quelqu'un l'a-t-elle empruntée ? Ai-je demandé. Imagigène a haussé les épaules. Difficile à dire. On ne reçoit pas beaucoup de trafic par ici. La plupart des gens restent sur l'autoroute. Elle m'a regardé attentivement. Vous êtes sûr de vouloir l'essayer par ce temps ? J'ai conduit dans des conditions bien pires. C'était un mensonge. J'avais conduit dans de mauvaises conditions de nombreuses fois, mais quelque chose dans la façon dont elle avait posé la question m'a mis mal à l'aise. Comme si elle testait si j'étais assez intelligent pour dire non. Mais j'avais un délai, une livraison sur laquelle les hôpitaux comptaient. Les fournitures médicales n'attendent pas un temps clément. Merci pour les conseils, ai-je dit, prenant la carte. Faites attention là-bas, a dit Imagigène. Cette route peut être étrange pendant une tempête. J'aurais dû lui demander ce qu'elle voulait dire par là. J'aurais dû insister pour obtenir des détails, mais j'étais déjà en train de penser à la conduite, calculant le temps et la distance, m'inquiétant de la neige. Je suis retourné dans mon camion et j'ai quitté la station-service. La ville d'Argusville a disparu derrière moi en quelques minutes, avalée par la neige tombante dans l'obscurité. J'ai trouvé le tournant pour la route départementale 47 et je l'ai pris, mes phares découpant le blanc. La route était plus étroite que je ne l'avais imaginé. 2 voies, à peine assez larges pour qu'un camion croise un véhicule arrivant en sens inverse. Le revêtement était vieux et fissuré, la neige remplissant les crevasses. Aucune ligne centrale visible, aucun marqueur de bordure, juste une bande d'asphalte sombre disparaissant dans la tempête devant moi. Pendant les 20 premières minutes, c'était gérable. La neige était lourde mais régulière, le vent poussant de l'ouest, mais pas insupportable. J'ai maintenu ma vitesse à 65 km/h, surveillant les congères qui pourraient cacher le bord de la route. Le paysage était complètement plat. Des champs des 2 côtés, probablement du maïs ou du blé en été. Maintenant, juste une blancheur vide s'étendant vers des horizons invisibles. Aucun bâtiment, aucune lumière, aucun signe de présence humaine. Juste moi, le camion et la neige. À 19h30, j'ai vu le premier feu arrière rouge. Il était loin devant, peut-être à 400 mètres. Juste une lueur rouge dans le blanc,
comme un autre véhicule roulant vers le nord sur la même route. J'ai ressenti une petite vague de soulagement. Au moins je n'étais pas complètement seul ici. J'ai maintenu ma vitesse, m'attendant à rattraper progressivement. L'autre véhicule roulait probablement plus lentement que moi, et finalement je le dépasserais ou il s'arrêterait pour me laisser passer. C'est ainsi que cela fonctionne habituellement. Mais après 10 minutes, le feu rouge était toujours exactement à la même distance devant moi. J'ai vérifié mon compteur de vitesse. 65 km/h, régulier. Le feu ne se rapprochait ni ne s'éloignait. Il maintenait une distance parfaite. J'ai accéléré à 70 km/h. Le feu est resté à la même distance devant moi. 80 km/h, plus vite que je ne devrais aller dans ces conditions. Le feu rouge est resté constant, comme s'il était attaché à moi par une corde invisible. J'ai ralenti à 65 km/h, mal à l'aise. Maintenant, le feu correspondait parfaitement à ma vitesse, restant toujours juste hors de portée. J'ai essayé le CB. Ici rive Calder, en direction du nord sur la route départementale 47. Quelqu'un me reçoit? Silence. Véhicule devant moi avec les feux arrière rouges. Ici le camion derrière vous. Me recevez-vous? Rien. J'ai continué à conduire, les yeux fixés sur ce feu rouge unique. Il ne vacillait jamais, ne clignotait jamais, ne changeait jamais d'intensité, il brillait simplement de manière constante dans la neige tombante, me guidant vers le nord dans le vide sombre. Après 15 autres minutes, j'ai commencé à me demander s'il s'agissait réellement d'un véhicule. Le feu était trop constant, trop parfait. Les vrais feux arrière scintillent légèrement lorsqu'un véhicule roule sur un revêtement inégal. Ils deviennent plus brillants lorsque le conducteur freine, plus faibles lorsqu'il accélère. Ce feu ne faisait ni l'un ni l'autre. Il existait simplement, immuable, toujours exactement à la même distance devant moi. J'ai pensé à faire demi-tour. Toute la situation semblait fausse. Une route vide que personne n'utilisait, une employée de station-service m'avertissant qu'elle pouvait être étrange. Et maintenant ce feu impossible qui restait devant moi, peu importe ce que je faisais. Mais derrière moi, il n'y avait rien d'autre que des routes ensevelies et des autoroutes fermées. Devant moi se trouvait Grand Fork et ma livraison. J'en étais arrivé là. Autant continuer. À 20 h, j'ai dépassé ce qui semblait être une ferme abandonnée sur le côté droit de la route. Elle est apparue soudainement dans mes phares. Une forme sombre avec des fenêtres brisées et un porche effondré. La neige avait des rives jusqu'à mi-hauteur des murs. L'endroit semblait n'avoir pas été occupé depuis des décennies. Je l'ai regardé en passant, puis j'ai regardé la route devant moi. Le feu rouge était toujours là, aussi constant que jamais. 5 minutes plus tard, j'ai repassé la même ferme. J'en suis sûr. Les mêmes fenêtres brisées, le même porche effondré, les mêmes congères de neige, mais j'avais roulé vers le nord en ligne droite. Comment pouvais-je repasser devant le même bâtiment 2 fois? J'ai vérifié mon GPS. Selon le système, je progressais régulièrement vers le nord sur la route départementale 47. Pas de boucle, pas de cercle, juste une ligne droite vers Grand Fork. Mais j'avais définitivement dépassé cette ferme 2 fois. 10 minutes après cela, je l'ai repassé une 3e fois. Mes mains devenaient moites malgré le froid. Quelque chose n'allait vraiment pas avec cette route. Soit je roulais en rond sans m'en rendre compte, soit la route elle-même bouclait d'une manière ou d'une autre, soit je perdais la tête. J'ai attrapé le CB. Ici rive Calder sur la route départementale 47. Quelqu'un surveille ce canal. J'ai besoin d'assistance. Silence, puis une voix. Si faible que j'ai failli ne pas l'entendre. Fais demi-tour. Qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe sur cette route? Ne peux pas m'arrêter. Continue. Ne t'arrête pas. La voix s'est fondue dans le grésillement. Je ne pouvais pas dire si c'était un homme ou une femme, jeune ou vieux. Juste un murmure enterré dans le bruit blanc. Le feu rouge devant moi était toujours là, constant et immuable. Je le suivais depuis plus d'1 heure maintenant, et je n'avais pas gagné un pouce. La ferme abandonnée est réapparue sur ma droite, pour la 4e fois. J'étais définitivement coincé dans une sorte de boucle, même si mon GPS insistait sur le fait que je progressais. J'ai pris une décision. Au prochain endroit dégagé, j'allais essayer de dépasser ce feu rouge, de me mettre devant lui, de voir ce que c'était vraiment. Peut-être que ce n'était pas un véhicule du tout. Peut-être que c'était autre chose.
Une réflexion ou un phénomène atmosphérique qui ressemblait simplement à un feu arrière. J'ai poussé ma vitesse à 90 km/h, surveillant attentivement le feu. Pour la première fois, il semblait réagir. Il se rapprochait, la lueur rouge grandissant dans mon pare-brise. 100 km/h maintenant, bien trop vite pour ces conditions, mais j'avais besoin de savoir ce que je poursuivais. Le feu était peut-être à 100 mètres devant. Assez près pour que je puisse distinguer la forme de ce qui le produisait, mais il n'y avait rien là. Juste la lumière elle-même flottant dans l'air. Aucune voiture attachée à elle. J'étais presque dessus maintenant, assez près pour qu'elle remplisse ma vision. Une lueur rouge brillante qui faisait mal à regarder. Je me suis préparé à la traverser, à voir ce qui se passerait quand je l'atteindrais. La lumière s'est éteinte. Juste disparue, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Une seconde elle était là, la suivante elle avait disparu, et j'étais seul sur une route vide avec rien devant moi que de la neige et de l'obscurité. J'ai freiné brusquement, le camion glissant sur le pavé glacé. J'ai lutté avec le volant, l'empêchant de faire un tête-à-queue, arrêtant tout le rigide au milieu de la route. Je suis resté là, le moteur tournant au ralenti, fixant l'autoroute vide devant moi. Pas de lumière, pas de véhicule, rien. Puis j'ai vérifié mon rétroviseur. Le feu rouge était derrière moi maintenant. Même distance, même intensité, même lueur immuable, comme s'il n'avait jamais été devant moi du tout. Comme si j'avais imaginé toute la chose, mais je savais que je ne l'avais pas imaginée. J'avais poursuivi cette lumière pendant plus d'une heure. Je l'avais regardée dans mon pare-brise, je l'avais vue grandir alors que je m'approchais. Elle avait été réelle, et maintenant elle était derrière moi, me suivant au lieu de me guider. J'ai remis le camion en marche et j'ai recommencé à conduire, plus vite maintenant, essayant de distancer la lumière dans mon rétroviseur. Mais elle correspondait parfaitement à ma vitesse, restant exactement à la même distance derrière moi. La neige devenait plus lourde, le vent plus fort. La visibilité était réduite à environ 15 mètres. Je ne pouvais plus voir les bords de la route. Je suivais simplement là où mes phares pointaient et j'espérais rester sur le pavé. La ferme abandonnée est réapparue. Cette fois sur ma gauche au lieu de ma droite. 5e fois que je la voyais. Où était-ce la 6e? Je perdais le compte. Ma radio a crépité. Rive, tu me reçois? La voix était plus claire cette fois. J'ai attrapé le micro. Ici Rive. À qui je parle? Ici le policier d'État Calomar Bridge. Nous avons essayé de te joindre. Où es-tu? Un soulagement m'a envahi. Sur la route départementale 47, en direction du nord vers Grand Fork. J'ai eu un problème de navigation. Je crois que je tourne en rond. La route départementale 47? Il semblait confus. Cette route est fermée depuis des années. Emportée par les inondations de 2009. Jamais réparée. Je suis dessus en ce moment. J'ai tourné à Argusville. Je roule depuis 2 heures. Rive, il n'y a aucun moyen que tu sois sur la route départementale 47. Cette route n'existe plus. Alors sur quelle route suis-je? Silence. Puis, nous recevons un signal de ton GPS. Selon notre suivi, tu es sur l'Interstate 29 en direction du nord, à environ 50 km au sud de Grand Fork. C'est impossible. LIE 29 est fermée, et je ne suis définitivement pas sur une autoroute. C'est une route départementale étroite. Rive, ton traceur GPS te situe sur LIE 29, mais nous recevons aussi un autre signal, une deuxième signature de suivi avec ta plaque d'immatriculation te situant sur la route départementale 47. Les 2 signaux sont actifs simultanément. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas. Nous n'avons jamais vu quelque chose comme ça. C'est comme si ton camion était à 2 endroits en même temps. J'ai regardé dans le rétroviseur. Le feu rouge était toujours derrière moi, constant et immuable. Et devant moi, à travers la neige tombante, j'ai vu quelque chose de nouveau. Un autre camion approchant en sens inverse. Ses phares découpaient le blanc, se rapprochant. Alors qu'il me dépassait, j'ai eu une vue claire de lui. Un Freightliner, modèle récent, de la même couleur que le mien, avec le même logo de la compagnie sur la porte, la même plaque d'immatriculation. C'était mon camion. Je venais de me dépasser en allant dans la direction opposée. Policier Arbridge, ai-je dit dans le CB, ma voix tremblante.
Je crois que je viens de voir mon camion rouler vers le sud alors que je roule vers le nord. Rive, tu dois quitter cette route immédiatement. Prends n'importe quelle sortie, n'importe quel détour. Quitte la route départementale 47 tout de suite. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a rien ici que des champs vides. Alors fais demi-tour. Roule en sens inverse. J'ai regardé dans mon rétroviseur. Le feu rouge était toujours derrière moi, plus proche maintenant. Et au-delà, je pouvais voir un autre jeu de phare. Un autre camion suivant le feu rouge qui me suivait. Je ne peux pas faire demi-tour, ai-je dit. Il y a quelque chose derrière moi. La voix du policier était urgente maintenant. Rive, écoute-moi très attentivement. La route départementale 47 n'existe plus dans l'espace normal. Elle a été coupée pendant les inondations, séparée du réseau routier principal, mais elle est toujours là d'une certaine manière. Les conducteurs qui y tournent pendant les tempêtes se retrouvent parfois piégés dans une boucle. Ils roulent éternellement, n'atteignant jamais leur destination, ne pouvant jamais partir. Comment en sortir? Je ne sais pas. Les autres conducteurs qui ont signalé ce phénomène ont simplement disparu. Nous ne les avons jamais retrouvés. Le feu rouge dans mon rétroviseur devenait plus brillant, plus proche, et je pouvais voir les phares derrière lui plus clairement maintenant. C'était un autre camion identique au mien. J'étais suivi par moi-même ou quelque chose qui me ressemblait. Combien d'autres conducteurs? Ai-je demandé. Combien ont disparu sur cette route? Celle que nous connaissons sur les 12 dernières années. Tous pendant des blizzards, tous sur la route départementale 47. 7 camions, 7 conducteurs, tous piégés sur une route qui n'existait pas, suivant une lumière rouge qui ne menait nulle part, se dépassant eux-mêmes en sens inverse. La ferme abandonnée est réapparue sur ma droite. J'avais perdu le compte du nombre de fois où je l'avais dépassé maintenant. Je vais essayer quelque chose, ai-je dit au policier. Rive, ne fais rien. J'ai tiré brusquement le volant vers la droite, conduisant hors de la route, à travers le fossé dans le champ ouvert. Le camion a rebondi et tangué, ma remorque oscillant dangereusement. J'ai gardé l'accélérateur enfoncé, labourant à travers la neige, mettant de la distance entre moi et la route départementale 47. Après environ 200 mètres, le camion a percé dans l'air clair. La neige a cessé de tomber. Le vent est mort. Et soudain, j'étais sur une route complètement différente. Une autoroute large et bien entretenue avec des marquages de voies claires et des panneaux réfléchissants. L'Interstate 29. Je me suis arrêté sur l'accotement et je suis resté là à trembler. Derrière moi, je pouvais voir le mur de neige d'où je venais, un rideau blanc solide qui semblait marquer une frontière entre une réalité et une autre. Le CB a crépité. Rive, tu es là? Je suis là. Je suis sur LIE 29 maintenant. La vraie. Comment es-tu sorti? Je suis sorti de la route. J'ai simplement quitté la route départementale 47. Cela n'a jamais fonctionné avant. Chaque autre conducteur qui a essayé a dit qu'il se retrouvait simplement de retour sur la route, comme si elle les ramenait. J'ai regardé mon GPS. Il montrait ma position sur LIE 29, à environ 50 km au sud de Grand Fork. Un seul signal maintenant, pas de duplicata. Peut-être que j'ai eu de la chance, ai-je dit. Mais je ne me sentais pas chanceux. Je me sentais comme si j'avais échappé à quelque chose qui me traquait. Quelque chose qui avait voulu que je rejoigne ces 7 autres conducteurs dans une boucle sans fin à travers une tempête qui ne se terminait jamais. 2 mois se sont écoulés. J'ai conduit mes itinéraires, fait mes livraisons, et évité tout ce qui ressemblait à la route départementale 47. Les panneaux ont cessé d'apparaître. L'attraction que j'avais ressentie cette nuit de février s'est estompée. J'ai commencé à me détendre, à penser que peut-être la route avait abandonné l'idée de me récupérer. C'était ma première erreur. Fin avril, j'ai pris une course jusqu'à Winnipeg. Un long trajet qui me ferait traverser la frontière vers le Canada. Le temps commençait enfin à se réchauffer. La neige fondait, les routes étaient dégagées. Le printemps dans les plaines du Nord, cette brève période entre l'emprise de l'hiver et la chaleur de l'été. J'ai traversé le Dakota du Nord vers le coucher du soleil, le ciel devenant orange et violet au-dessus des champs plats sans fin. J'écoutais de la musique, ne pensant à rien de particulier, quand mon téléphone a sonné. C'était le conducteur plus âgé que j'avais rencontré à Fargo, celui qui fuyait la route depuis 15 ans.
J'avais enregistré son numéro sous le nom de Marcus. Rive, où es-tu en ce moment? Sur LI 29 en direction du nord, à environ 80 km de la frontière. Pourquoi? Quitte cette autoroute immédiatement. Prends n'importe quelle sortie, n'importe quel détour. Quitte simplement la 29. Qu'est-ce qui ne va pas? Je surveille les schémas de tempête. Il se passe quelque chose au-dessus du Dakota du Nord. Quelque chose qui n'apparaît pas sur les radars météo normaux. J'ai déjà vu cela. C'est la route qui se prépare à se manifester. Mais nous sommes en avril. Ciel dégagé, pas de neige. La route ne se soucie pas des saisons. Elle crée ses propres conditions météo. Si elle te veut assez, elle fera une tempête de neige en juillet. J'ai regardé le ciel, toujours clair, toujours magnifique. Mais j'ai fait confiance à Marcus. Il avait survécu 15 ans en prêtant attention à des schémas que la plupart des gens ne pouvaient pas voir. J'ai pris la prochaine sortie, une petite menant à une ville appelée Grafton, population 5000 selon le panneau. Je me suis garé dans une aire de repos pour camions et j'ai observé le ciel. En 15 minutes, des nuages ont commencé à se former. Pas progressivement, mais tout à la fois, bouillonnant à l'horizon ouest comme si quelqu'un avait accéléré un système de tempête. La température a chuté de 20 degrés Celsius en 5 minutes, puis il a commencé à neiger. En avril. Des flocons lourds et épais qui couvraient le sol en quelques secondes. Mon téléphone a sonné à nouveau. Marcus, es-tu sorti de l'autoroute? Oui, je suis à Grafton. Bien. Reste là. Ne conduis pas jusqu'à ce que cela passe. Combien de temps cela durera-t-il? Des heures, peut-être des jours. La route te cherche spécifiquement. Elle gardera la tempête jusqu'à ce qu'elle te trouve ou abandonne. Je me suis installé pour une longue attente. Je suis allé dans le restaurant de l'aire de repos, j'ai commandé du café et une tarte, j'ai regardé la neige tomber à travers les fenêtres. D'autres conducteurs étaient également bloqués. Peut-être une douzaine de camions dans le parking. Nous nous sommes fait un signe de tête, cette reconnaissance universelle de la misère partagée. Vers 21h, le courant a été coupé. Le restaurant est devenu sombre, à l'exception des lumières d'urgence. Le personnel s'est excusé, disant que la tempête avait coupé le réseau local. Il resterait ouvert aussi longtemps que possible en utilisant le générateur de secours. Je suis retourné dans mon camion pour dormir, mais le sommeil ne venait pas. Je ne cessais de penser à Morrison, à ces 6 années qu'il avait perdues, au fait qu'il n'existait plus de manière significative. Sa vie avait continué sans lui, et quand la route l'avait finalement libéré, il était revenu à rien. Vers minuit, j'ai entendu un coup à la porte de mon camion. J'ai allumé la lumière intérieure et j'ai vu une femme debout dans la neige, probablement dans la trentaine, portant un manteau épais. J'ai baissé ma vitre d'un cran. Puis-je vous aider? Vous êtes Rive Calder? Mon estomac s'est noué. Qui demande? Mon nom est Emma Fletcher. Mon mari a disparu il y a 3 mois. Le policier Arbridge m'a donné votre numéro. Il a dit que vous pourriez peut-être m'aider à comprendre ce qui s'est passé. Fletcher, le conducteur qui avait disparu quand Morrison avait été libéré. Celui qui était toujours piégé sur la route départementale 47. Je ne sais pas si je peux vous aider, ai-je dit. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de comprendre. La patrouille d'État dit qu'il est porté disparu, mais ils ne me disent rien d'autre. Je sais qu'il y a autre chose. Je sais que quelque chose d'étrange s'est passé. J'ai regardé son visage, j'ai vu le désespoir là, la peur. Elle méritait de connaître la vérité, même si c'était terrifiant. Montez, ai-je dit. Elle est montée dans le siège passager, secouant la neige de son manteau. J'ai augmenté le chauffage et j'ai essayé de trouver comment expliquer quelque chose que je comprenais à peine moi-même. Votre mari a emprunté la route départementale 47 pendant une tempête. Cette route, ce n'est pas comme les routes normales. Elle existe dans une sorte de boucle, séparée de l'espace et du temps régulier. Les conducteurs qui y tournent se retrouvent parfois piégés pendant des années. Elle m'a fixé. C'est insensé. Je sais, mais c'est vrai. Je l'ai conduite moi-même il y a 2 mois. J'ai failli me faire piéger. Votre mari n'a pas eu cette chance. Donc, d'une certaine manière, il est encore en vie. Il conduit toujours, il est encore quelque part, mais il ne peut pas revenir. Pas à moins que la route décide de le libérer.
Comment pouvons-nous la faire le libérer? Nous ne le pouvons pas. Nous ne pouvons pas. La route fonctionne selon ses propres règles. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre et espérer. Elle est restée silencieuse pendant longtemps, regardant la neige tomber. Combien de temps? Morrison a été piégé pendant 6 ans. D'autres ont disparu plus longtemps. 6 ans, a-t-elle chuchoté. Je ne peux pas attendre 6 ans. Nous avons des enfants. Ils ont besoin de leur père. Je suis désolé. Y a-t-il quelqu'un d'autre là-bas? Quelqu'un d'autre qui sait cela? Je lui ai parlé de Marcus, du réseau de conducteurs qui avait rencontré la route et survécu. Du trooper Arbridge et de ses enquêtes, d'Imagigène à la station-service d'Argusville, qui semblait en savoir plus qu'elle ne le devrait. Je dois leur parler, a dit Emma. Je dois trouver un moyen de le faire revenir. Vous pouvez essayer, mais Emma, vous devez comprendre une chose. Votre mari ne sera peut-être pas la même personne quand il reviendra. Morrison a perdu 6 ans, mais il a aussi perdu autre chose. Une partie de lui-même. La route lui a pris cela. Je m'en fiche. Je veux juste qu'il rentre à la maison. Elle est redescendue de mon camion et a disparu dans la neige. Je l'ai regardé partir, me sentant impuissant. Combien de familles étaient là-bas, attendant des conducteurs qui ne reviendraient jamais? Combien d'enfants grandiraient en se demandant ce qui était arrivé à leurs parents? La tempête a fait rage toute la nuit. Au matin, elle s'est arrêtée aussi soudainement qu'elle avait commencé. Le soleil est sorti. La température est remontée à des niveaux normaux pour avril. La neige a fondu en quelques heures, comme si elle n'avait jamais existé. J'ai vérifié auprès de Marcus avant de reprendre la route. Est-ce que c'est sûr maintenant? Pour le moment, la route a dépensé beaucoup d'énergie pour créer cette tempête. Elle aura besoin de temps pour se rétablir avant d'essayer à nouveau. Combien de temps? Difficile à dire. Cela pourrait être des semaines, des mois. Reste simplement alerte. Je suis retourné sur l'île 29 et j'ai continué vers le nord jusqu'à Winnipeg. J'ai fait ma livraison, j'ai fait demi-tour, je suis reparti vers le sud, j'ai continué à surveiller les panneaux, les détours, ce feu arrière rouge. Je n'en ai vu aucun. Mais 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel du trooper Arbridge. Rive, nous avons eu une autre disparition. Mes mains sont devenues froides. Quand? Hier soir. Un conducteur nommé Shane transportant du fret de Duluth à Fargo. Dernier contact vers 20h quelque part près d'Argusville. Nous avons trouvé son camion ce matin garé sur l'accotement de l'île 29. Aucun signe du conducteur. La route départementale 47? Nous le pensons. Mais voici la partie étrange. Nous avons vérifié les données de suivi GPS. Le camion était sur l'île 29 tout le temps, n'a jamais dévié de l'autoroute. Mais le téléphone portable du conducteur a émis son dernier signal depuis un endroit qui correspond à l'ancien tracé de la route départementale 47. Elle a été attirée dessus en conduisant sur l'île 29. C'est la seule explication. La route devient plus agressive. Elle n'attend plus que les conducteurs tournent dessus. Elle tend la main, les attire depuis les autoroutes adjacentes. J'ai pensé à ma conduite à travers Grafton, à cette traction que j'avais sentie essayer de m'attirer vers la route départementale 47. La route évoluait, s'adaptait, trouvait de nouvelles façons de revendiquer ses victimes. Que faisons-nous? Je ne sais pas. J'ai contacté la Federal Highway Administration, j'ai essayé de les faire émettre des avertissements. Mais comment avertir les gens d'une route qui n'existe pas officiellement? Ils pensent que je suis fou. Peut-être que nous le sommes tous. Peut-être, mais la folie n'explique pas les conducteurs disparus, n'explique pas les données GPS, les écarts de temps, tout cela. Après cet appel, j'ai commencé à tout documenter. Chaque panneau étrange que je voyais, chaque traction que je ressentais, chaque fois que mon GPS déconnaissait ou que ma radio captait des interférences à des endroits spécifiques. J'ai créé une carte montrant où l'ancienne route départementale 47 courait, où elle s'était manifestée, où des conducteurs avaient disparu. Le schéma était clair. La route élargissait son territoire, s'étendant plus loin de son itinéraire d'origine, revendiquant une zone plus large. Elle avait commencé par ce tronçon de 95 km au nord d'Argusville. Maintenant, elle apparaissait le long de l'île 29, de l'île 94, même sur certaines routes d'État à des dizaines de kilomètres de là. Elle grandissait et elle avait faim.
En juin, j'ai rencontré Marcus et plusieurs autres conducteurs qui avaient vécu la route. Nous nous sommes réunis dans une aire de repos pour camions à l'extérieur de Fargo, 8 au total, comparant nos notes et nos expériences. Cela s'accélère, a dit un conducteur. J'ai échappé à la route il y a 12 ans. Avant, on entendait parler d'une disparition tous les 2 ans. Maintenant, c'est toutes les quelques semaines. La route devient plus forte. Marcus a dit que chaque conducteur qu'elle capturait la nourrissait d'une certaine manière. Lui donnait plus de pouvoir pour se manifester, pour atteindre plus loin. Alors, que faisons-nous? Juste continuer à fuir pour toujours? Que pouvons-nous faire d'autre? Nous ne pouvons pas la détruire. Nous ne pouvons pas la fermer. Nous ne pouvons même pas prouver qu'elle existe à quiconque ne l'a pas vécue. Je suis retourné sur la route, j'ai continué à conduire, j'ai continué à surveiller les panneaux, les détours, ce feu arrière rouge. Je ne les ai pas vus. Mais en août, alors que je conduisais vers le nord depuis Minneapolis, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une tempête de neige localisée en plein été. Un cercle parfait de neige tombante et de ciel clair, comme une bulle d'hiver au milieu de l'été. La température à l'intérieur de la bulle était de -7 degrés Celsius. À l'extérieur, il faisait 37 degrés Celsius. Le trooper Arbridge m'a appelé. Cela se produit à nouveau. La route se manifeste en plein jour maintenant, créant sa propre météo indépendamment de la saison. Combien de conducteurs sont dans la zone? Au moins une douzaine que nous connaissons. Nous essayons de les avertir, mais nous ne pouvons pas joindre tout le monde. Je me dirige là-bas. Rive, non. C'est exactement ce que veut la route. Je sais. Mais peut-être que c'est le moment d'arrêter de fuir. J'ai conduit vers le nord depuis Minneapolis, observant le ciel. La bulle de neige était visible à des kilomètres de distance. Une colonne de blanc et de ciel bleu clair. Cela semblait surnaturel, impossible, comme une déchirure dans la réalité. Alors que je m'approchais, je pouvais voir des camions garés sur l'accotement, des conducteurs debout à l'extérieur de leur cabine, regardant le phénomène. La neige tombait à l'intérieur d'un cercle parfait, peut-être 8 km de diamètre. À l'intérieur du cercle, c'était l'hiver. À l'extérieur, l'été. Je me suis garé au bord et je suis descendu. La ligne de température était nette, comme si je traversais une porte. Un pas et je suis passé de la chaleur étouffante au froid glacial. La route départementale 47 était visible à l'intérieur de la bulle de neige. Le tournant s'était manifesté juste à côté de LI 29. Le revêtement semblait vieux et fissuré, couvert de neige fraîche. Et sur cette route, à environ 400 mètres, je pouvais le voir, le feu arrière rouge, attendant. D'autres conducteurs s'étaient rassemblés au bord de la bulle, attirés par la curiosité ou l'inquiétude. J'ai vu Emma Fletcher là-bas. La femme de Morrison lui avait parlé de moi. Elle fixait la route avec une expression que je ne pouvais pas lire. « Est-il là-bas » a-t-elle demandé quand elle m'a vu. Probablement. Tous les 7 pourraient y être. Je vais y aller. Emma, non. Si tu conduis sur cette route, tu seras piégé aussi. Je m'en fiche. J'ai besoin de le voir. J'ai besoin de savoir qu'il est encore en vie. Avant que je ne puisse l'arrêter, elle a commencé à marcher vers le tournant. D'autres personnes ont essayé de l'attraper, mais elle s'est dégagée, déterminée. Je suis allé après elle. Emma, attends. Pense à tes enfants. Je pense à eux. Ils ont besoin de leur père. S'il y a une chance que je puisse le ramener, je dois essayer. Elle a continué à marcher, se rapprochant de la route départementale 47. Alors qu'elle approchait du tournant, le feu arrière rouge a commencé à bouger, conduisant lentement sur la route, plus profondément dans la neige, la guidant. J'ai couru devant elle, me plaçant entre elle et la route. Si quelqu'un y va, ce sera moi. J'y suis déjà allé avant. Je sais comment cela fonctionne. Rive, ne fais pas ça. Le trooper Arbridge était arrivé. Il essayait de mettre en place un périmètre. Nous ne savons pas ce qui se passera si tu y retournes. Je sais exactement ce qui va se passer. Je vais me faire piéger comme les autres. Mais peut-être que c'est ce qui doit arriver. Peut-être que la route ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'elle m'ait. J'ai commencé à marcher vers le tournant. Derrière moi, j'ai entendu des gens crier, essayer de m'arrêter. Mais j'ai continué,
suivant ce feu rouge plus profondément dans la neige. Alors que je mettais le pied sur la route départementale 47, tout a changé. Les sons derrière moi se sont coupés instantanément, comme si quelqu'un avait fermé une porte. La température a chuté de 20 degrés Celsius supplémentaires, et j'étais seul sur une route vide avec seulement le feu rouge devant moi. Je n'avais pas mon camion, alors j'ai marché. La route s'étendait dans les deux directions, parfaitement droite, disparaissant dans la distance blanche. Pas de ferme, pas de repère, juste la route, la neige et cette lumière rouge toujours à la même distance devant moi. J'ai marché pendant ce qui m'a semblé être des heures. Mes pieds sont devenus engourdis, puis mes mains, puis mon visage, mais j'ai continué à avancer parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. La route n'offrait qu'une seule direction, en avant. Finalement, je les ai vus. Les camions sont apparus de la neige comme des fantômes. 7 d'entre eux, tous de modèles différents, de différentes époques. Ils roulaient en file, se suivant la lumière rouge. Lent et régulier, ne s'arrêtant jamais, n'accélérant jamais. J'ai fait signe au premier camion. Il s'est arrêté et le conducteur m'a regardé à travers la vitre. C'était Morrison, mais différent. Son visage était flou, indistinct, comme une photographie qui aurait été copiée trop de fois. « Rive », a-t-il dit. Sa voix était creuse, lointaine. Je me demandais quand tu reviendrais. Je suis là pour vous sortir. Tous. Il n'y a pas de sortie. C'est la route maintenant. C'est pour toujours. J'ai regardé les autres camions. 6 autres conducteurs, tous avec cette même qualité floue et en train de s'estomper. Nous ne pouvons pas partir, a dit l'un d'eux. La route ne nous laissera pas faire. Et si nous partions tous en même temps? Tous les 7, plus moi. Nous la submergeons, nous brisons le schéma. Nous avons essayé cela, a dit un autre conducteur. Chaque fois que nous essayons de faire demi-tour, la route nous ramène simplement. Nous nous retrouvons exactement là où nous avons commencé. Et si nous allions de l'avant? Et si nous conduisions à travers la lumière rouge au lieu de la suivre? Ils m'ont tous regardé comme si j'étais fou. Personne ne conduit à travers la lumière, a dit Morrison. C'est la seule règle que tout le monde comprend. Tu suis la lumière, tu ne l'attrapes jamais, tu ne la traverses jamais. Mais si c'était exactement ce que nous devions faire? La lumière est le mécanisme de contrôle de la route. Elle te fait courir, te maintient dans le schéma qu'elle veut. Si nous brisons ce schéma, si nous la traversons au lieu de la suivre, peut-être que nous nous libérons. Il y a eu un long silence. Les conducteurs se sont regardés, incertains. Finalement, Morrison a parlé. J'ai été ici pendant 6 ans. S'il y a une chance que cela fonctionne, j'essaierai. Les autres ont accepté un par un. Nous avons formé un plan. Les 7 camions rouleraient en formation, prendraient de la vitesse, puis traverseraient la lumière rouge au même moment. Je monterai avec Morrison dans le camion de tête. Je suis monté dans sa cabine. Il faisait un froid glacial à l'intérieur, du givre recouvrant chaque surface. Les mains de Morrison sur le volant étaient presque translucides, à peine là. Si cela fonctionne, a-t-il dit, serais-je à nouveau solide? Serais-je réel? Je ne sais pas, mais tu seras de retour avec Emma. C'est ce qui compte. Il a hoché la tête et a démarré le moteur. Derrière nous, les 6 autres camions ont également démarré leur moteur. Le son était étrange, étouffé, comme s'il venait de très loin. Nous avons commencé à rouler lentement au début, puis plus vite. La lumière rouge était devant, constante et immuable. Alors que nous accélérions vers elle, j'ai pu sentir la route résister, et essayer de nous ralentir. Le volant luttait contre la prise de Morrison. « Continue !» ai-je crié. Nous roulions à 100 km/h maintenant, les 7 camions en formation serrée. La lumière rouge se rapprochait, grandissait, remplissant notre vision. Ce n'était pas un feu arrière du tout. J'ai réalisé que c'était une porte, un portail, une déchirure dans le tissu même de la route. À 110 km/h, nous l'avons percuté. Tout est devenu blanc. Pas blanc de neige, mais blanc de lumière, pur et aveuglant. J'ai senti le camion se désintégrer autour de moi. J'ai senti chaque atome se séparer et flotter librement. Puis tout s'est réassemblé. Nous étions sur LI-29 dans l'espace normal sous un ciel doux normal. Les 7 camions se sont matérialisés simultanément sur l'autoroute, apparaissant de nulle part.
Nous devons avoir eu l'air fou pour les autres conducteurs. Cette rigide soudainement existant là où il n'y avait que de la route vide une seconde auparavant. Morrison s'est garé sur l'accotement, tremblant. Derrière nous, les autres camions ont fait de même. J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu que la bulle de neige avait disparu. La déchirure dans la réalité s'était refermée. Nous nous étions échappés. Tous. Morrison a regardé ses mains. Elles étaient à nouveau solides, complètement réelles. La couleur revenait sur son visage, la définition sur ses traits. L'avons-nous vraiment fait ? A-t-il demandé. Oui, nous l'avons fait. Je suis descendu et j'ai marché vers l'arrière pour vérifier les autres conducteurs. Ils étaient tous là, tous solides, tous réels à nouveau. Certains pleuraient, d'autres riaient. Tous étaient stupéfaits par ce retour soudain à la réalité normale. Des véhicules de la patrouille d'État arrivaient. Arbridge les menait. Il a couru vers moi, son visage un mélange de choc et de soulagement. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Sept camions viennent d'apparaître sur l'autoroute de nulle part. Nous avons brisé le schéma, ai-je dit. Nous avons traversé la lumière rouge au lieu de la suivre. La route ne pouvait plus nous retenir. Emma Fletcher était là, courant vers l'un des camions. Son mari en est descendu et ils se sont embrassés, tous deux en pleurs. C'était la première fois qu'ils se touchaient depuis 3 mois, bien que pour lui, cela avait été beaucoup plus long. Les autres conducteurs ont retrouvé leur famille au cours des heures suivantes. Certains avaient disparu depuis des semaines, d'autres depuis des années. Ils avaient tous la même histoire. Ils avaient conduit sur la route départementale 47 dans une boucle sans fin, suivant la lumière rouge jusqu'à ce que nous ayons tous traversé ensemble et brisé les chaînes. Arbridge m'a pris à part plus tard. Penses-tu que c'est vraiment fini ? La route a-t-elle disparu ? Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être qu'elle est simplement affaiblie, temporairement dormante. Elle pourrait revenir. Si elle revient, nous serons prêts. Nous avons tout documenté cette fois. Photos, vidéos, témoignages de 7 conducteurs qui peuvent tous corroborer la même histoire. Le gouvernement fédéral ne pourra plus ignorer cela. Mais je n'en étais pas sûr. La route existait depuis des décennies, peut-être plus, capturant des conducteurs et les libérant selon ses propres règles étranges. La laisserait-elle vraiment partir si facilement ? Cette nuit-là, j'ai conduit en passant par Argusville sur le chemin du retour à Minneapolis. J'ai ralenti en passant par l'endroit où la route départementale 47 se détournait autrefois. Le détour n'était plus là. Juste une autoroute normale, un accotement normal, des terres agricoles normales au-delà. Mais alors que j'accélérais, j'ai aperçu quelque chose dans mon champ de vision périphérique. Une lueur rouge à peine visible dans l'obscurité. Là est disparue en un instant. La route était toujours là-bas, observant, attendant. Peut-être qu'elle se manifesterait à nouveau lors de la prochaine tempête de neige. Peut-être qu'elle trouverait de nouveaux conducteurs à piéger, de nouveaux schémas à créer. Ou peut-être que nous l'avions vraiment brisé, mis fin à son règne sur ce tronçon d'autoroute du Dakota du Nord. Je ne le saurai jamais avec certitude. Mais une chose est sûre. Je ne cesserai jamais de la surveiller. Je ne cesserai jamais de vérifier mes rétroviseurs pour ce feu arrière rouge. Je ne cesserai jamais d'écouter les interférences du CB qui signifient que la route est proche. Parce que certaines choses ne restent pas enterrées. Certaines routes ne restent pas fermées. Et la route départementale 47 avait été patiente pendant très longtemps. Elle pouvait se permettre d'attendre un peu plus longtemps.